Back with the remix. These boys all my sons like Phoenix. My city. See the shots that I took, wet like I'm booked. Raising up, deep three on the way. Oh, Durant goes, boom! That is The sun came out, I went about to drop. All right, so let's go. Shazam! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast francophone consacré aux Phoenix Suns. Les Phoenix Suns qui ont terminé leur pré-saison avec une défaite contre les Los Angeles Lakers. Alors ça arrive, c'est la pré-saison, donc c'est pas très grave si c'est contre les Lakers. Et au final, c'est une pré-saison plutôt positive pour Phoenix qui a remporté 3 matchs et qui en a perdu 2. On va discuter justement de tout ce qu'on a pu voir dans ces 5 matchs de pré-saison, là aujourd'hui dans Valley Hoop, avec les habituels de Valley Hoop et notamment Malo. Comment ça va, Malo ? Ça va très très bien, vous. Je sors enfin de la maladie, donc prêt à attaquer cette saison comme il le faut à une semaine du début, mais envie de parler de certaines choses. Je vais pas spoiler tout de suite, mais très content en tout cas de cette pré-saison de ma part. J'espère que c'est pareil pour vous. Bah écoute, on va en parler, hein. Moi j'ai pas tout regardé, mais bon, globalement ce que j'ai vu m'a plutôt intéressé. Et Greg, toi, déjà comment ça va, et puis c'est quoi ton sentiment général sur la pré-saison ? Écoute, ça va, je suis sur mon café de midi avec mon chien qui a absolument voulu participer au podcast. Donc voilà, prunelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas cette petite patate. Non, tout va bien. Les Suns font plaisir à regarder. Le bilan est de 3-2, on va en parler très vite. Les Suns font grandement plaisir. Et puis surtout, Ryan Dunn et Ozo Ighodaro, les amis, quel régal, cherry on the cake. C'est incroyable, j'adore. Vraiment, j'adore. Il va falloir me retenir dans ce podcast, sinon je peux partir. On peut partir sur 3 heures de podcast sur les passes de Ozo Ighodaro et la défense de Ryan Dunn. C'est exactement mon rôle, hein, c'est pour ça que je suis là. Donc, je m'occupe de tout. Non, mais effectivement, ça a été un des grands sujets, hein, et pour ne rien cacher à nos auditeurs qui l'ont sans doute vu dans le titre de l'émission, c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer, en particulier là, dans cette émission, sur ce qu'on a vu de nos rookies, parce que c'était assez intéressant. On avait beaucoup d'interrogations avant sur ce qu'ils pourraient faire, mise en situation là dans cette pré-saison, parce que forcément ici on allait les voir. On les a effectivement beaucoup vus, et ce qu'on a vu est quand même très très intéressant et très intriguant, et on se demande, enfin voilà, on va en parler. Avant peut-être de se pencher plus précisément là sur nos 2 rookies, on va peut-être revenir d'une manière générale donc sur cette pré-saison, ces 5 matchs de pré-saison. En rappelant donc le bilan, donc 3-2, 3 victoires acquises en fait plutôt au début, on va dire, notamment sur ces 2 premiers matchs face aux Lakers puis face aux Pistons, hein, de bonnes prestations, notamment du banc qui allait chercher la victoire, notamment contre les Lakers dans le premier match. Ensuite il y a eu un 3e match absolument affreux avec une défaite à oublier contre les Pistons, puis un 4e match à l'inverse complètement surprenant, parce que là tous les titulaires avaient été mis en repos sauf Mason Plumlee, on va en reparler, mais qui était titulaire en l'absence de Nurkic sur les 4 premiers matchs de pré-saison. Donc les autres titulaires, donc les titulaires habituels, on va dire, même si Tyus Jones vient d'arriver, mais donc Tyus Jones, Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker qui étaient déjà absents du match précédent. Donc tous ces joueurs-là ont manqué le 4e match contre Denver, à Denver, et ça a quand même été une belle victoire, hein, des Suns, avec notamment certains joueurs de l'équipe B qui se sont révélés, on va en reparler. Et ça s'est terminé donc avec ce match contre les Lakers hier, que les Suns auraient quand même pu gagner sans ce coup de chaud absolument invraisemblable, on va voir. Il se peut que ça devienne un peu une habitude, mais des Lakers d'Alton Connect, qui a mis donc je crois 20 points de suite sur la fin du match et les prolongations, et qui finit à 35 points, donc c'est quand même assez monstrueux pour un rookie. Qui leur permet de s'imposer dans ce match-là, alors qu'effectivement les Suns étaient plutôt devant en deuxième période.
moi, pour être tout à fait honnête et franc avec nos auditeurs, moi, le seul match que j'ai vu en entier, c'est celui de Denver. Donc, je vais plutôt vous laisser, notamment sur l'image globale, dire ce que vous avez pensé un peu de ces matchs de pré-saison. Toi, comment tu vois les choses, Malo? Tu disais tout à l'heure que tu es satisfait globalement. Ouais, c'est ça, satisfait, c'est surtout au-delà du résultat, donc c'est vraiment secondaire en Clairement. pré-saison. Enfin, je veux dire pour moi, mais je pense que c'est une vérité plutôt générale. J'ai été plutôt content et notamment sur un point, on en avait parlé, je crois, soit pendant la pré-ouf, on en a parlé cette saison, j'en avais déjà parlé sur Twitter l'année dernière. C'est que bah, on a du plaisir à regarder jouer ces Suns. En tout cas, moi, j'en ai eu beaucoup à chaque fois que j'ai regardé, même les replays, les highlights, tout ça. Et c'est quelque chose qu'on avait perdu et que là, qui semble être retrouvé. Après, bah, encore une fois, c'est que la précision. Il y a eu que 5 matchs, donc il se peut qu'on se fasse encore bien chier. Désolé du terme, mais pendant toute la saison. Mais en tout cas, voilà, on a pris beaucoup de plaisir à regarder cette équipe. Beaucoup de nouveautés, même s'il y en a pas forcément non plus. Enfin, tant que ça, il y a deux trois joueurs, un petit peu un schéma de jeu qui change, mais en tout cas, ouais, c'est surtout ça qui m'a plu, de retrouver vraiment une osmose un peu autour de cette équipe j'ai l'impression que tout se passe bien, entre guillemets, en tout cas que les joueurs et les supporters prennent du plaisir, donc c'est surtout ça qui m'a régalé pendant cette pré-saison. Je sais pas toi, Greg, ce que t'en as pensé. Ouais, je te rejoins complètement. C'est vrai que on a l'impression que les joueurs sont épanouis, qu'ils ont des systèmes qu'ils ont envie d'exécuter. Ça, c'est cool. Et puis de manière générale, on a quasiment que des bonnes surprises. Mis à part le match de Bradley Beal hier contre les Lakers, qui était vraiment catastrophique, on a quand même que des bonnes surprises. On a les bonnes surprises des rookies qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. On va en parler dans la deuxième partie du podcast, donc je reviens pas dessus. On a des surprises sur disons le caractère de jeu de certains ultra role-players de fin de banc, voire même des gens qui vont pas être dans l'effectif et qui vont jouer en G-League avec les Valissons. Je pense notamment à Gillespie, qui, moi, m'a vraiment conquis, qui est top. Et puis après, on a aussi des bonnes surprises, comme sur le match d'hier, par exemple. Pas un tir à mi-distance dans le premier carton pour Kevin Durant, qui prend ses 2 ou 3 premiers shoots, je crois, dans les corners. Donc vraiment, vraiment une métamorphose, mais surtout un signe de confiance dans les consignes d'un coach qui a l'air d'avoir des principes de jeu, disons, très clairs dans sa tête, très transparents dans sa tête sur ce qu'il veut faire aux Suns cette saison. Et moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette pré-saison. 3 victoires, 2 défaites. Honnêtement, moi, je pense que le vrai bilan, c'est 4-1. Parce que, à mon avis, on gagne le match d'hier face aux Lakers. On le perd, je vais dire, parce que au moment de la faute flagrante sur Bradley Beal, on a Budenholzer qui fait sortir tous les titulaires et tous les remplaçants et qui met la troisième unit sur le terrain. Donc en vrai, après ça prend feu, mais Ryan Dunn a 6 fautes, il est éjecté. Donc en vrai, je pense que Bud a laissé le match se dérouler sur la fin en se disant c'est bon, on a 6-8 points d'avance quand on fait jouer les titulaires face aux titulaires. Il n'y a pas besoin que j'en ai vu assez. On passe au sujet suivant, et le sujet suivant, bah, c'est les Clippers, je crois, ou les Lakers, je sais plus d'ailleurs par qui on commence. Les Clippers la semaine prochaine. Donc voilà, pour moi c'est plutôt 4-1. Effectivement, il y a un match vraiment dégueulasse contre les Pistons. Ça arrivera dans la saison. On n'est pas là pour gagner 82 matchs. Donc voilà, non, top cette pré-saison. Bah, de toute façon, on peut dire, les auditeurs le savent sans doute, mais que c'est vrai qu'il y a quand même cette tendance en pré-saison à ne pas jouer les money time, en fait, tout simplement. On peut parler aussi du match de Denver. Finalement, on le gagne, mais leur 5 qui était là et qui a joué une vingtaine de minutes à peu près, a pas du tout joué dans le quatrième quart d'onde. Absolument. En tout cas, pas du tout le money time, alors que c'était serré jusqu'à ce que Ryan Dunn achève l'affaire. Mais donc du coup, oui, enfin. Il n'y a pas vraiment de conclusion à tirer sur ça. En revanche, c'est un peu ce que vous avez dit tous les deux. Il y a certains signaux déjà qui sont là et qui sont assez encourageants. Je pense qu'on peut peut-être parler du jeu un peu plus précisément. Tu avais commencé à parler un peu de l'attaque. Moi, j'ai un peu envie de rebondir là-dessus, Greg. C'est vrai que cette volonté d'aller chercher le 3 points,
cette mise en place petit à petit, voilà, d'une attaque un peu Bud compatible, j'allais dire, mais juste inspirée par Bud, et par ses préceptes, les préceptes qu'on a vus depuis des années à Milwaukee et avant ça à Atlanta, ça commence déjà à se mettre en place. Effectivement, comme vous le disiez, on a l'impression que les joueurs adhèrent au projet, ils vont avec plaisir sur l'ensemble de je crois qu'il a joué 3 ou 4 matchs, KD, 4 matchs, ouais. Sur l'ensemble des 4 matchs, il tire quand même, mais alors je l'avais tout à l'heure sous les yeux. Mais il y a un énorme volume pour lui qui est pas si habitué à ça. Tac. Non, c'est juste 4,5, mais franchement c'est assez intéressant. Alors ça a été peut-être un peu hier, je crois, où il fait que 4 tirs à 3 points. Mais il joue pas non plus tellement beaucoup, quoi. Ouais, il joue pas beaucoup, ouais. Ouais, de toute façon il y a ça aussi. Mais c'est vrai que d'une manière générale, on a vu comme un plan de jeu, que ce soit avec donc ceux qu'on attend comme titulaires ou les remplaçants, qu'il y avait ce souci-là d'emblée en fait, quoi. Oui, ouais. Non, mais tu le vois direct sur l'entame du premier quart-temps, et je vais pas faire un monologue très long, je vais lancer Malo direct dessus, mais tu le vois direct sur l'entame du premier quart-temps. Il y a 5 passes décisives sur les 6 premiers paniers marqués, ce qui démontre que la balle circule et que les joueurs se trouvent et prennent les shoots et du coup les mettent. Mais surtout, il y a clairement un 5-out. C'est-à-dire qu'on a Nurkic qui est soit à 90, soit à 45, et ensuite ça tourne autour avec KD qui est dans un des deux corners, Bill, Booker et Tyus qui tournent autour, mais on a un 5-out, c'est-à-dire Nurkic joue effectivement sur la ligne à 3 points, ce qui est vachement intéressant parce que c'est quelque chose qu'on imaginait dans nos rêves les plus fous la saison dernière, mais qui ne s'est pas concrétisé, notamment parce que Nurkic n'avait pas, disons, ce physique plus léger et cette mécanique de shoot qui semble avoir été travaillée pendant l'intersaison. Donc non, ça c'est vraiment des éléments clairs de l'orientation tactique. On va avoir un gros volume à 3 points et on va jouer en 5-out pour libérer la raquette et provoquer des cuts. Je sais pas ce que t'en dis toi, Malo, mais moi sur le match d'hier, qui est le premier match où on a un 5 100% titulaire, et ben effectivement tu vois ce premier carton avec autant de systèmes 5-out mis en place, j'ai trouvé ça vraiment explicite, quoi. Ouais, bah c'est ça, c'était le premier match avec nos 5 titulaires, donc c'était intéressant de voir ça pour ça. Et j'ai trouvé que c'était même plus le cas qu'avec Plumlee, par exemple, où qui lui se contentait un peu plus de rester à l'intérieur, de me poser simplement des écrans. Et tu l'as dit, Nurkic il a perdu une dizaine de kilos, je crois, c'est ça, ouais. cet été. Il est un peu plus mobile, c'est pas non plus, c'est toujours pas Giannis en termes de mobilité, mais c'est quand même quelqu'un qui peut bouger un peu plus qu'avant. Il met toujours des très bons écrans, donc il a, même si le shoot n'est pas encore, c'est pas encore un très bon shooter, il peut apporter dans cette zone autour de la ligne des 3 points pour libérer des espaces, et on a dit libérer la raquette pour Booker et Bill, en espérant qu'il drive, mais ça on en a déjà parlé dans les autres épisodes, mais voilà, en tout cas ça leur permet, ça les met dans des bonnes dispositions pour faire ça. Et ouais, voilà, t'as parlé aussi des passes décisives, c'est quelque chose que j'ai bien aimé aussi. Il y a eu pas mal de matchs où on a dépassé les 20 voire les 30 passes décisives, donc c'est quand même un bon indicateur, surtout avec des joueurs qui sont pas forcément censés passer ce ballon. Ryan Dunn a fait un match à 4-5 passes, c'est pas censé lui arriver. On a fait des matchs avec Gillespie qui jouait 20-30 minutes. Ça va pas arriver dans la saison, donc malgré ces joueurs-là, on va dire, on a quand même des joueurs et un jeu qui a performé, qui a été plutôt sympa à voir et qui a marché. Donc, je trouve ça très très content et voilà, satisfait du tournoi qu'a pris cette attaque qu'on s'imaginait déjà l'année dernière, mais malheureusement qui n'était pas vraiment le cas. Et j'ai l'impression que c'est un peu la bonne année ou rien, parce qu'il y a eu pas mal de coachs qui ont parlé sur ça et tout, que c'était un peu l'année où les maths allaient dominer sur le tactique, les traditions, tout ça. Donc c'était un peu l'année ou jamais pour prendre ce virage, on va dire, pour les 3 points, quoi. Et pour donner un élément chiffré, là sur la pré-saison, donc sur les 5 matchs, on est en moyenne 44 tirs à 3 points pris par les Suns, donc on est vraiment sur des gros volumes. On est vraiment parmi le haut de la NBA. On en avait parlé lors de la preview, on était 25e dans ce classement-là la saison dernière, avec je crois 32 tirs à 3 points par match. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on est dans le premier tiers et même 6e, je crois, meilleure équipe de NBA là
sur cette pré-saison. Effectivement, on voit tout de suite la différence. Espérons que ça se prolonge pendant la saison régulière. Et je te coupe vite fait, Rod, juste pour dire que Nurkic hier, 2 sur 4 à 3 points. Tout à fait, Il en prend 4, il hésite tout le match, on le voit hésiter, Malo, je pense que t'as vu le match comme moi, on le voit hésiter plusieurs fois, il remet pour faire un end-off, etc. machin. Mais en fait, au final, il prend 4 tirs à 3 points et il en met 2. Et sa mécanique a changé. C'est un truc sur lequel je vais me pencher, mais sa mécanique me donne l'impression d'avoir changé. Clairement, on va observer tout ça, parce qu'il y a, alors encore une fois, c'est plus que vous avez parlé d'espoir les plus fous, machin, mais quelque chose, oui, qu'on espère plutôt qu'on attend, le fait que Nurkic puisse peut-être se transformer un tout petit peu en Brook Lopez, ce qui serait absolument magique, mais sans aller jusque-là, effectivement, déjà d'augmenter un peu son volume, parce qu'il est pas si maladroit que ça. L'année dernière, il était un peu plus de 30%, je sais plus exactement à combien. Là, cette année, effectivement, si le principe c'est de dire il va tirer 4 tirs à 3 points par match, c'est plutôt intéressant, faut voir ce que ça donne. Pour au moins obliger les défenseurs à sortir sur lui, quoi. En tout cas, effectivement, dans cette logique de five out, comme tu le disais, Malo, qu'on a moins vu, on va dire, avec les titulaires, en tout cas en début de match, dans les matchs précédents, puisque Plumlee est quand même beaucoup moins capable de le faire. Néanmoins, ce qui était assez intéressant, et je vais peut-être finir sur l'attaque avec ça, c'est que ce five out aussi, c'est quelque chose d'assez, déjà, il faut que ça se mette en place ou que ce soit, mais c'est pas quelque chose de statique, en fait. On voit vraiment beaucoup de mouvements de joueurs sans ballon, beaucoup d'écrans justement dans le côté faible et tout, hors de la zone du ballon et tout machin. Donc c'est pareil, c'est des choses qui vont devoir se mettre en place. On a vu, vous avez parlé hier vous avez parlé tout à l'heure pour le match d'hier comment dire, de moindre fluidité offensive aussi, quelques petites erreurs. Forcément, c'est de la mise en place, mais on voit que, encore une fois, sur l'idée de base, les choses sont très clairement posées, et pour l'instant, les joueurs l'appliquent totalement. Donc il y a aussi cette question-là de rester tout le temps en mouvement pour créer de l'incertitude chez l'adversaire, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais absolument, oui, absolument. Il y a beaucoup de joueurs dans le 5 majeur. En vérité, il y en a 5 qui sont capables de terminer des actions. Et du coup, ça crée un chaos dans les défenses avant même que l'action soit démarrée. Et le fait qu'on soit en 5 out permet une circulation extérieure un peu à la manière du hand, de passe en passe et de joueur en joueur dès qu'il y a un décalage qui est créé. On l'a vu hier avec beaucoup de passes du corner au centre et du centre au corner sur 3 joueurs, avec 2 joueurs qui cut à l'intérieur ou Nurkic qui part vers le cercle. On a aussi du coup avec cette raquette qui est dégagée, on a plus, j'ai dit raquette parce que je suis fromager et que c'est la saison. On a avec cette raquette qui est dégagée, on a Nurkic qui est plus à l'aise pour aller vers le cercle, et comme il a perdu du poids, plus mobile, avec un footwork qui est clairement, je trouve, plus efficace. Donc on verra comment ça se traduit dans cette saison, parce que finalement c'était son premier match de toute la saison 2024-2025. Donc on verra comment ça se traduit dans la saison régulière et si ça a un véritable impact. On a malheureusement Bradley Beal hier qui fait un mauvais match, donc on n'est pas tout à fait à même de voir ce que ça donne dans le 5 majeur, sur ses cuts notamment, parce que c'est un joueur qui est très bon là-dessus, et sur ses drives. Mais bon, je trouve qu'il y a des signes qui sont bons, les mauvais signes sont de l'autre côté du terrain, sur la défense, et et là pour le coup on a des interrogations, parce que sur le premier match de la saison qui était contre les Lakers, j'avais déjà des interrogations sur le pick and roll. J'ai trouvé que le pick and roll des Lakers, qui est en fait lancé soit par LeBron en tant que ball handler, avec Anthony Davis en tant que roller, et ou alors D'Angelo Russell et Anthony Davis, en fait tu te retrouves à chaque fois et tu te fais percer, quoi. Alors c'était Miles Plumlee, donc bon, tu te dis ça va aller, mais l'axe Tyus Jones Nurkic en défense sur pick and roll, c'est très difficile, et même le drop ne nous permet pas d'être bon. Alors il y a une note qui va peut-être ouvrir sur ce qu'on va dire un petit peu plus tard. Je vais laisser Malo et peut-être Rod, t'as des billes à donner aussi sur cette défense, mais il se trouve que hier, quand Tyus Jones et Yusuf Nurkic sortent du terrain et qu'ils sont remplacés entre autres par Ryan Dunn et Ozo Ighodaro, tout à coup, ça change beaucoup. Le pick and roll est nettement moins efficace. Le pick and roll des Lakers est nettement moins efficace, et il y a un gros run des Suns qui passent devant et qui font le creux. Et j'ai l'impression que les 2 rookies ont tapé dans l'œil de Bud, et c'est très cool. Et si ça peut nous amener des choses du côté défensif, c'est encore plus cool, parce que ouais, vraiment, il y a besoin, quoi.
Ouais, évidemment. Évidemment, évidemment. Moi, je suis complètement d'accord. Je vais en parler brièvement parce qu'effectivement, comme je disais, j'ai quand même moins vu que vous. Mais je peux rajouter cet élément-là. Effectivement, on peut parler et du coup, salut à l'ami Ewen du FC Soleil parce que c'est lui qui m'avait branché là-dessus. On peut parler du premier quart. Je crois que c'est le premier match du coup contre les Pistons où on fait feu de tout bois en attaque. On est assez violent de ce côté du terrain. Mais inversement, on est un peu dans ce qu'on avait dit pendant la preview. On a une équipe qui quand même a du mal à faire des stops en défense et notamment a du mal avec cette fameuse protection de cercle et avec cette protection à l'intérieur en fait, face à cette défense intérieure. On a vu que c'était très compliqué là pour Plumlee pendant cette pré-saison. Ça a été un petit peu mieux moi dans ce que j'ai vu contre les Nuggets que contre les Pistons, mais c'était pas non plus incroyable. Et il y a une facilité en fait, il y a une facilité des adversaires sur pick and roll à le mettre hors de position, à le dépasser, voilà. Donc effectivement, il va falloir trouver des solutions, que ce soit avec Plumlee qui risque d'avoir des minutes quand même, ou avec Nurkic dont on sait c'est pas vraiment la mobilité sur ce type d'action-là, notamment justement sur des couvertures hors drop, c'est un peu compliqué. Donc effectivement, faut voir comment ça se met en place. Évidemment, il y a de l'inquiétude côté défensif. Hein. On a vu des séquences qui étaient pas très très rassurantes pendant cette pré-saison. Toi, Malo, qu'est-ce que t'en as pensé de ce côté du terrain? Bah, c'est clair que on avait des espoirs en tout cas d'être au moins une défense un peu correcte. On sera pas la meilleure défense de NBA, c'est sûr, mais enfin, oui, il y a quand même quelques lacunes et notamment ce pick and roll. On a vu le même constat avec Greg sur le premier match et ça a un petit peu découlé sur ces 5 matchs de pré-saison. C'est que pas l'accès au cercle, pardon, c'est compliqué à défaut de notre côté sur ce début de saison. Après, voilà, j'ai envie de voir aussi les ajustements que va et que peut faire Bud. Voilà, tu as parlé de Greg de cet axe, Tyce Jones, Yusuf Nurkic qui sont nos 2 points faibles en défense. Voilà, est-ce que Tyce Jones va sortir plus tôt? Est-ce que ce sera Nurkic qui sortira plus tôt pour soit passer en small 5 avec KD un petit peu avec ce rôle de 5 ou alors mettre Ighodaro ou Plumlee? Même si j'espère que Ighodaro passera devant Plumlee, mais ça c'est pas pour c'est pas pour maintenant. Mais voilà, il y a peut-être des ajustements à faire, peut-être avec Maurice qui peut prendre le rôle de Jones, même si voilà, c'est pas un défenseur élite, c'est quand même un petit peu mieux, notamment au niveau de la corpulence. Donc voilà, il y a des ajustements à faire, pas en particulier sur ce point-là. Après, on a quand même vu des belles séquences défensives, notamment le deuxième match contre Denver, où bah, il y a quand même par moment de belles séquences, et au final, on se retrouve à encaisser pas tellement de points, même si ça reste que Denver pré-saison. Voilà, c'est pas une assurance tout risque là-bas, mais en tout cas, on a pu voir de belles choses, mais c'est vrai qu'il y a des lacunes très clairement identifiées et c'est pas du tout la meilleure chose pour commencer une saison, mais bah, c'est aussi l'avantage entre guillemets d'avoir ces points faibles maintenant, c'est que bah, il reste toute la saison pour les corriger. Ce qui va les réussir, j'avoue, j'ai pas vraiment les clés forcément. Peut-être voilà des ajustements de joueurs de rotation pour un petit peu essayer de combler ce manque, mais autrement, j'ai pas vraiment de solution clairement identifiée. Ouais, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que d'une manière générale, des 2 côtés du terrain, finalement, ce qu'on a vu là sur cette pré-saison correspond à un peu à ce qu'on avait annoncé, hein. On est des oracles, c'est bien connu dans Valley Hoop, mais c'est-à-dire qu'on y a un côté du terrain où on sait où on va et où les choses sont très claires et on a en plus le personnel a priori qui va pouvoir appliquer ces idées-là et on a un côté du terrain où ça tâtonne et où il va falloir trouver justement la bonne formule, mais pour l'instant, on n'a pas trop d'idées de quelle peut être cette bonne formule. Alors justement, tu l'as un peu amené, Greg, et on peut peut-être déjà basculer sur ça. L'un des trucs les plus marquants, j'ai trouvé justement dans cette pré-saison, ça a été justement cet impact des 2 rookies en défense notamment, mais vraiment dans l'intégration, on va dire plus globale. Je pense qu'on peut donner un chiffre qui est quand même assez intéressant. C'est de se dire qu'en fait là sur cette pré-saison, je disais ça tout à l'heure à Malo. Hors antenne, comme on dit, c'est que donc nos 2 rookies, Oso Ighodaro et Ryan Dunn, donc 2 rookies issus de la draft, sont les 2 joueurs qui ont eu le plus de temps de jeu, tout simplement, sur ces 5 matchs de pré-saison, au total de minutes évidemment, mais aussi à la moyenne de minutes puisqu'ils ont joué plus de 20 minutes par match sur ces plus de 22 minutes par match tous les deux, plus de 24 même pour Ighodaro sur ces 5 matchs de pré-saison. Donc il y a vraiment eu une grosse utilisation. Au début, Bud voulait tester. En fait, très vite, il a vu et on a tous vu qu'il y avait quelque chose, quoi. En fait, globalement, et c'est un peu valable pour les deux.
on n'a pas eu l'impression vraiment que c'était des rookies. Alors ça va un peu avec le fait que c'est des joueurs qui avaient de l'expérience déjà en université, c'est pas des joueurs qui arrivent à 20 ans en NBA, ils ont plus 23, que ce soit l'un ou l'autre, je sais plus exactement, d'ailleurs je vais peut-être vérifier ça, pas trop vous dire de bêtises, mais quoi qu'il en soit, effectivement, et je vais te passer la parole, Greg, pour parler déjà de Oso Ighodaro, on a senti qu'il y avait une compréhension du jeu qui était déjà très intéressante, alors qu'on en est encore qu'au balbutiement évidemment, mais sur la base, cette espèce de à la fois de QI basket, mais aussi de calme par rapport à la situation, notamment sur ce joueur-là, Oso Ighodaro, c'est assez intéressant. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, il a 1 seconde d'avance sur tout le reste du jeu. En attaque, c'est impressionnant. Il a vraiment 1 seconde d'avance sur le jeu. Et il prend le jeu à son compte. C'est-à-dire quand il a la balle en main et qu'il va distribuer, etc., que ça tourne autour de lui, déjà, il voit tous les mouvements des joueurs autour de lui, de ses coéquipiers et de la défense. Et il a vraiment une capacité d'anticipation qui est de très haut niveau, parce que faire ça alors qu'on est un rookie dans une NBA où justement ce rôle de connecteur, c'est, disons, démocratisé, on le voit de plus en plus dans les équipes, c'est à la fois demandé et aussi reçu, puisqu'il y a de plus en plus de profils qui font ce job-là. Bah, lui, il s'est imposé dans les Suns de Yusuf Nurkic, qui est quand même pas un peintre sur la connexion, comme une arme très très utile pour faire tourner la balle et pour faire des choix et des passes décisives dans l'attaque de Phoenix. Moi, j'ai adoré sa pré-saison. Je m'attendais pas du tout à ce niveau de jeu. Je m'attendais à ce profil, mais pas du tout à ce niveau-là. Alors que le mec, il a pas un match de régulière dans les pattes encore. Et je me dis que effectivement, ça joue 24 minutes de moyenne sur cette pré-saison. Si on descend à 15 et qu'il y a le même résultat, le même, disons, la même capacité de lire le jeu avant, alors là, je serais ravi, parce que c'est quand même un pick 52. On part d'un pick 52, c'est le second tour, quoi. C'est une pub de tacos, le mec. C'est une trouvaille. Moi, je sais pas. J'ai pas encore croisé de fan des Suns qui n'est pas enthousiaste sur Oso Ighodaro, et je suis très content, parce que qu'il fasse l'unanimité dans la fanbase que je croise sur les réseaux sociaux ou avec qui je discute sur certains serveurs. Vraiment, c'est un rookie qu'on n'avait pas vu venir, et je pense qu'il n'aurait pas dû être drafté en 52. On reparlera éventuellement de pourquoi ces drafts sont si basses, etc., et à quel niveau elles pourraient être. Mais honnêtement, et je crois que c'est DJ Redick qui en parlait à propos de Ryan Dunn et de Oso Ighodaro hier en conférence de presse, ces mecs-là, ils ne méritent pas d'être pris là où ils ont été pick à la draft l'an dernier. Après, c'est compliqué parce que c'est aussi ça, la draft, c'est souvent des paris, c'est-à-dire que t'as des garanties. Enfin, sur Ighodaro, alors voilà, on verra, hein, c'est pas, ça reste de la pré-saison, donc voilà. Ce qui est clair, c'est qu'on a vu là sur ces matchs-là, que oui, il avait l'air, en tout cas au niveau largement d'un premier tour de draft, quoi. Bah oui. Effectivement, sur cet argument-là, oui, ça paraît logique de se dire, waouh, 52, c'est quand même très très bas et tout. Mais après, il y a tellement de trucs qui rentrent en compte alors déjà dans le nombre de prospects, le niveau moyen des prospects et tout, et après dans ce que tu cherches en termes de garantie par rapport à un tour de draft. Voilà, il y a plein de choses qui se posent en fait, quoi. Malo, toi, sur Ighodaro et cette vision du jeu assez incroyable qu'on a déjà vu là en pré-saison. Bah, moi, c'est le truc qui m'impressionne, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il qu'il reçoit la balle, il sait déjà ce qu'il va en faire. Il n'a pas ce temps de réflexion sur est-ce que je vais là, est-ce que je machin. Non, non, il reçoit la balle, il part déjà vers sa direction pour la donner à tel ou tel. Et c'est ça que je trouve impressionnant et que j'ai rarement vu, en tout cas autant, chez un joueur, peu importe son expérience, peu importe son niveau. Bah, c'est vrai que t'as l'impression que le mec anticipe tout, contrôle tout, même si parfois bah, c'est sûr c'est faux, mais t'as l'impression que ouais, chaque ballon, il sait ce qu'il va en faire avant de le recevoir, et c'est cette capacité-là qui franchement me plaît beaucoup, et je me dis que bah s'il peut encore progresser encore là-dessus, ça peut être extrêmement sympa. Pardon. Mais il y a aussi une chose que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup surpris, et pareil, je vois très rarement chez un rookie, c'est que bah premier match, en fait, il a tout simplement donné des instructions de placement à des Kevin Durant, des David Booker, des Bradley Beal, en lui disant bah toi va là-bas, Booker va là-bas, Durant va dans le corner, et ça c'est juste impressionnant. Ah oui, En plus, un intérieur, donc c'est même pas un meneur gestionnaire, tu vois, qu'on a vu des highlights au lycée qui est top 10, machin. Non, non, le mec arrive un peu de nulle part, pick 52 comme on l'a dit,
Bon, bah, si déjà il arrive à avoir un rôle dans 3 ans NBA, c'est déjà très bien pour son rôle, enfin pour son pick. Mm. Donc voilà, avant d'enchaîner plus, je voulais vraiment pas remercier, mais en tout cas souligner quand même le travail de James Jones et compagnie. On sait qu'on s'est renforcé dans ce domaine au niveau de la draft cette saison et pour l'instant ça a payé. Mais même la saison passée, on draft Too Many Camara très très bas, même si on a pas eu la chance d'en profiter. On a souvent critiqué les choix de draft des Suns. C'est vrai que là, depuis en tout cas deux drafts et un petit peu le rehaussement, en tout cas la refonte du bureau, en tout cas de ceux qui s'occupent de ça, c'est franchement presque que des bons choix, j'ai l'impression pour l'instant, donc à voir. Mais c'est vrai que pour revenir sur Iguodaro, ces deux capacités-là, notamment en attaque principalement, ça me surprend beaucoup. Je pensais pas que ça allait autant le cas, et c'est pas très très prometteur pour la suite. Et juste pour terminer, c'est moi en défense limite qui me surprend aussi énormément parce que je pensais que ça allait être un poids, mais c'est limite notre intérieur qui défend le mieux, en tout cas qui limite au maximum les attaques adverses. Et ça, encore une fois, pour le coup, je m'y attendais vraiment pas. Et je pensais que ça allait être la défense qui allait l'empêcher de jouer pour le coup. Bah ça c'est vrai que c'est t'as transition parfaite parce que moi j'allais parler un peu de ça en tout cas de ce que j'ai vu du côté défensif pour Iguodaro et c'est vrai que comme tu dis il y a un côté assez surprenant c'est qu'il est enfin c'est pas si surprenant que ça mais c'est il lit aussi très très bien le jeu en défense et il y a des anticipations qui sont vraiment bien senties où effectivement tu te dis bah en fait il a court-circuité une action parce qu'il a fait la bonne course défensive au bon moment quoi et effectivement sur ce point de vue là tu te dis il y a vraiment de la matière alors ça corrobore un peu ce que tu disais sur il place les joueurs et tout machin même en défense et tout il y a un côté comme ça en fait vraiment il peut tirer vraiment tout le parti de sa bonne vision du jeu sous plein d'aspects sur le terrain et notamment aussi du côté défensif. Par contre, peut-être à mettre du côté des bémols évidemment, il y a le côté physique et on voit quand même que pour un intérieur en NBA, il est quand même un petit peu undersized, il est quand même un petit peu frêle. Bon, alors forcément, il était dans le match que j'ai vu en entier, il était face à Jokic, ça n'aide pas. Le monstre ultime à ce poste-là, qui en plus d'être un joueur absolument incroyable techniquement, est aussi un énorme babard physique et voilà quoi. Quand il est au poste, tu le sens passer quoi le yo-yo. Donc effectivement. Là-dessus, il a souffert, hein, Godard. Là-dessus, il a souffert, et Godaro, c'était logique, il a peut-être un peu plus souffert que Plumlee dans le duel, voilà, pile avec Jokic, mais sur l'ensemble du match, il s'est quand même rendu utile défensivement. Peut-être que les pistes d'amélioration pour lui sur le long terme, ça va être ça, gagner du muscle, évidemment, pour mieux tenir. Mais justement, c'est intéressant de se dire que le travail va être essentiellement d'adaptation physique à l'environnement dans lequel il est, plutôt que vraiment apprendre des fondamentaux qu'il a déjà, mais plus que par cœur, quoi. Pour continuer peut-être finir sur lui, sur la question générale, effectivement, qu'on peut se poser à partir de cette pré-saison, c'est est-ce que le rôle, alors il va évidemment pas, tu l'as dit Greg, s'il a déjà 15 minutes par match, c'est pas mal. On revient un peu à la question qu'on s'était, la première question même, je crois qu'on s'était posé dans les over-under, prédictions. Est-ce qu'il peut passer devant Plumlee? Sans aller jusque-là, on a vu que, et c'est un peu tout ce qu'on dit là depuis le début, qu'il propose un profil différent, finalement un peu plus proche de Nurkic, évidemment parce qu'il y a cette capacité de passe, ceci dit Plumlee est pas maladroit là-dedans, mais qui sur le terrain va peut-être bouger un peu différemment, va être plus mobile, va être pareil en défense justement un joueur qui va être moins un joueur de protection de raquette pure, on va dire. Mais dans les pistes qui sont à travailler pour que justement il s'installe un peu dans la rotation, qu'est-ce que vous voyez, Greg, notamment à propos de l'ami Osso? En fait, le truc, c'est que sur sa défense, il est effectivement en difficulté sur des intérieurs au gros gabarit et qui en plus sont dominants. Donc, il a rencontré 2 fois Anthony Davis, il a rencontré Nikola Jokic et après il s'est fait Jalen Duren qui est un jeune qui a du talent et qui a aussi une dimension athlétique et physique importante. Mais moi, je l'ai trouvé surtout impressionnant en défense sur les 4-3 et même sur certains guards des équipes adverses. Et cette versatilité défensive, cette capacité à être partout en défense et à très bien encaisser n'importe quel switch, moi, ça me le rend vachement intéressant dans des line-up où il serait avec Ryan Dunn qui, lui, s'occuperait du pivot. Parce que Ryan Dunn, lui, il s'en fout. Ton format, tu fais 250 kilos, 3m10 de haut, ou alors tu es un guard de 1m50 qui court à 200 km/h, il s'en fout, il est derrière toi.
et il te pose des problèmes. Donc, moi, j'aimerais bien voir des line-up où Oso Ighodaro s'occupe des postes 3-4 avec KD et Ryan Dunn se met en mission sur le poste 5 quand le poste 5 est un poste dominant, type Anthony Davis, Nikola Jokic. Donc, je pense qu'ils ont une relation à mettre en place un peu à la façon de Michael Bridges et Cam Johnson à l'époque pré-KD, qui avait une relation en défense qui faisait que Cam Johnson, dont on imaginait qu'il était une liability du côté défensif, en fait était devenu un joueur qui apportait vraiment quelque chose parce que complicité avec Michael Bridges et travail, disons, à deux, en paire. Et je pense que ça, on peut le voir se développer. Moi, c'est ça l'axe d'amélioration que je lui trouve, c'est trouver des minutes qui sont dans des 5 qui mettent ses capacités en avant. C'est-à-dire, OK, sur les 5, tu te fais dominer quand ils sont dominants, pas de problème, t'es un rookie, t'es undersize, etc. Par contre, qu'est-ce que t'es efficace sur les postes 3 et 4 ? Vas-y, on te met là, parce qu'on a quelqu'un qui peut défendre le 5. Ouais, clairement. En tout cas, oui, voilà, sur ces line-up, en tout cas, ces stratégies défensives de switch, il semble tout indiquer pour prendre ce rôle-là dans l'effectif des Suns, et du coup, ça donne cette option-là. Après, effectivement, il semble plus rassurant d'utiliser Oso Ighodaro, on va y arriver, dans un small ball, et donc, effectivement, face à un small ball, à moins de court-circuiter l'adversaire, mais face à un pivot dominant, de toute façon, la question se pose encore. Et j'allais dire, c'est peut-être ça qui est intéressant. Au moins, ça a été en tout cas pendant toute l'année dernière, un des trucs les plus marquants que j'ai trouvé pour Nurkic. Nurkic, il est jamais meilleur en défense que quand il a ce genre de profil-là en face de lui, c'est-à-dire vraiment un gros tabard de son format à lui, sur lequel justement il peut bien se mettre, notamment évidemment Jokic. On sait qu'il y a un passif évidemment entre les deux, puisqu'ils étaient tous les deux aux Nuggets avant qu'ils choisissent entre les deux. Pour finir sur Rousseau, toi, Malo, est-ce que il y a des pistes d'amélioration dans son jeu, que tu vois d'ores et déjà Bah ouais, déjà le côté défensif, c'est sûr, vous en avez très très bien parlé. Il y a aussi un système, un schéma qui peut l'aider. C'est peut-être un passage en zone, en tout cas sur certaines séquences où pour le coup, là je trouve qu'il a le profil parfait où il est en défense, j'allais dire sans ballon. C'est un peu logique, mais en tout cas quand il est pas sur le porteur, c'est un très très bon défenseur pour le coup, dans la compréhension du jeu, on en a déjà parlé, l'analyse, le placement, savoir ce qui va se passer, il est très très bon, juste oui, dans le 1 contre 1 pur, il a du mal. Et peut-être que cette zone peut l'aider avec, je pense, des joueurs qui peuvent comprendre et par exemple aider à ça. Je pense à des ball qui aussi peut couvrir une très large zone, qui peut s'adapter à ce schéma de défense, des Royce O'Neal aussi qui ont l'habitude et qui peuvent parfaitement correspondre. Donc ça peut être aussi une piste, pourquoi pas. Voilà, 5 minutes dans un match, tu t'es un petit peu en difficulté, tu fais rentrer Ighodaro, tu passes en zone 5 minutes et ça peut peut-être lancer une dynamique à côté. Et sinon, il y a quand même un bémol en attaque, c'est son shoot. C'est pas un shooter tout simplement, et surtout dans un schéma où avec Bud faut tirer à 3 points, même Nurkic est obligé de s'y mettre, c'est sûr que c'est dommage. Mais voilà, pour cette année, je pense qu'il peut déjà apporter, et surtout moi, ce que je vois avec Oso Ighodaro, c'est juste que c'est un profil que j'espère qu'on a encore dans 5-6 ans, où là encore l'équipe aura extrêmement changé, et juste peut-être qu'à la place de Nurkic, même si ça va pas être possible cette année, on a tout simplement un intérieur qui est une bête physique et qui peut contrer ces mecs-là et dont on peut profiter uniquement des qualités d'Ighodaro. Donc là, voilà, le propos va être un peu différent pour Ryan Dunn. On va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'Ighodaro, je pense qu'il peut déjà être utile cette année parce qu'il apporte des choses. Il apporte des choses tout simplement. Mais je pense que là où c'est le plus intéressant, et ce qui est le plus surprenant, oui et non, avec un pick 52, c'est que en fait, dans 5-6 ans, c'est peut-être le joueur de rotation, de complément de ce connecteur dont tu parles, Greg, qu'il nous fallait, et qu'on peut justement cacher ses faiblesses avec les joueurs qu'on met autour, quoi. Même si voilà le shoot, pour revenir à ce que je disais, je sais pas s'il peut le travailler au moins pour devenir un shooter un peu décent autour des 33-34% sur des plutôt faibles volumes, mais voilà, c'est un peu le bémol que j'ai, et dont je suis pas certain de la réussite sur ça, mais bon, on peut faire une petite transition quand on voit les progrès de Ryan Dunn dessus. Je me dis qu'on peut faire peut-être un sniper. Clairement, ouais, pour finir sur Rosso, oui, c'est un peu
comme tu dis, le bémol, en tout cas, ce qu'on a vu, il y avait quelques difficultés. C'est-à-dire que même pas si loin du panier, pardon, il y a des petits hooks et tout qui sont pas très très jolis. Alors on a vu une vidéo virale de son shoot à 3 points, je sais pas si vous l'avez vu, messieurs, qui est passé sur Twitter. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est pire que moi, quoi. Culte, voilà, un peu mal fagoté, quoi. Donc clairement, oui, c'est vraiment pas son point fort. Il va falloir qu'il bosse dessus. Je pense qu'il est déjà en train de bosser dessus, évidemment. Je pense que sur la finition, de toute façon, va y avoir un vrai sujet avec lui. Il va falloir qu'il fasse aussi les bons choix. Paradoxalement, j'ai trouvé que autant il fait même quasiment tout le temps les bons choix en termes de passes, en termes de justement d'écran, de course et tout machin. Sur la finition, des fois, il se trompe un peu. C'est-à-dire vraiment, il a peut-être un move de plus à faire et il choisit encore une fois, ouais, un petit flotteur à la con, un petit mi-distance qui s'impose pas vraiment, quoi. Et donc ouais, il y a quelque chose à bosser, mais c'est normal et comme on disait un peu, c'est aussi sur le long terme qu'on jugera un peu la qualité de ce pic là et si c'est vraiment un style, parce que là en tout cas en se disant qu'on a un pic 52 de ce niveau là qui sans doute peut avoir un rôle à jouer dès cette saison, c'est déjà assez intéressant en soi. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Vas-y. C'est terrible, hein, mais quand tu te dis qu'un deuxième tour de draft, tu vas choper un joueur comme Oso Ighodaro qui est bon sur 24 minutes en pré-saison, moi je pense au tour de draft qu'on a perdu pour avoir Drew Eubanks. Je suis désolé de vous le dire, mais j'y pense très fort à ce second tour de draft. On est allé le récupérer avec un trade là, mais effectivement oui, t'as raison, hein, ça montre bien. Et pour rebondir d'ailleurs sur ce que disait Malo, hein, en fait, en réalité, peut-être que James Jones devrait se faire un peu plus confiance et arrêter de penser qu'il est nul à la draft et que voilà, parce que ça fait plusieurs fois en fait que ça tombe juste, quoi. Et puis même si on reprend avant, Jalen Smith, il y a eu beaucoup de critiques, toujours en NBA et il risque d'avoir une carrière en fait, quoi. Donc effectivement voilà, quoi. Bon, bref, c'est un autre sujet. On va donc basculer sur l'autre rookie, énorme satisfaction de cette intersaison, qui a surpris en fait pas mal de monde, hein, et qui plus on avance, plus ça va être difficile de se cacher vis-à-vis de lui. C'est Ryan Dunn, messieurs. Bon, allez, peut-être Malo, vu que Greg avait commencé précédemment. Je te laisse l'honneur là-dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu as vu de Ryan Dunn là sur ces 5 minutes de pré-saison? Déjà, même avant de parler de lui, en fait, sa draft a permis de récupérer des pics de second tour aussi. Donc, déjà, rien que ça, c'est une réussite. On a tradé 3 ou 4 places plus bas, je crois, pour l'avoir. On l'a quand même eu, en ayant en plus des pics à côté. Donc voilà, ça déjà, c'est une réussite. Ça commence déjà très bien. Mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé très bien parlé, même pendant les over-under notamment. Juste, il répond aux attentes défensivement, c'est clair. Pour le coup, là, je suis surpris, mais pas non plus vraiment, parce que de ce qu'on nous a vendu, c'était le meilleur prospect défensif depuis, je ne saurais pas citer de joueur, en tout cas depuis au moins 3-4 ans, je pense. Là, il n'y avait pas de débat sur ça. Le débat, c'était sur savoir est-ce qu'il peut au moins être neutre offensivement. C'est que de la pré-saison, mais j'ai déjà envie de dire oui, en fait, parce qu'il peut même être utile. Sans parler de son shoot dont on va revenir, et je vous laisserai peut-être parler un peu plus de ça, mais tout simplement il est utile en attaque, même un peu dans la même vibe que Ighodaro, mais même si moins fort parce qu'on a vanté les mérites de Tosso là-dessus, mais juste il comprend le jeu, mais il sait où se placer. Tu parlais aussi, Rod, tout à l'heure des mouvements sans ballon, des écrans, tout ça, mais en fait il est constamment en train de bouger, de trouver, essayer de créer le décalage pour quelqu'un, et c'est ça, moi, que là, pour le coup, j'espérais au moins qu'il puisse se rendre un peu utile en attaque, en tout cas pas être un poids, quelqu'un qu'on laisse dans le corner et on attaque à 4. Pour le coup, il aide, en tout cas l'attaque, à aller mieux, sans parler de son shoot où je reste quand même un peu encore pessimiste. Je me dis, c'est peut-être qu'une surchauffe, c'est peut-être qu'un effet de mode, on va dire, c'est peut-être qu'une passe, même si en tout cas le fait de le voir prendre beaucoup de tirs, c'est quand même bénéfique, ça veut dire que ça bosse très clairement là-dessus, du côté du coaching staff. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, sur ça. Ça a bossé, c'est sûr, parce que c'est Mike Vigil du podcast The Timeline, qu'on aime beaucoup ici, qui a noté justement, qui a fait une sorte de petite cassette vidéo Twitter, où il compare les mécaniques de shoot de Virginia, donc sa précédente université avant la draft, à sa mécanique de shoot aux Suns, et effectivement, notamment sur le placement des pieds, il y a des changements qui sont pas évidemment des changements majeurs comme Oso Ighodaro en aura besoin, mais qui sont des changements qui peut-être
suffisent à faire passer un joueur qui était peu à l'aise avec son shoot au point de quasiment pas en prendre pendant tout son trajet universitaire, à aujourd'hui en prendre sans sourciller avec les Suns, et quand même il en est manqué 2 ou 3 juste avant. Donc on est vraiment sur un joueur qui est donc à 45%, je crois, en pré-saison à 3 points, quelque chose comme ça. C'est le deuxième meilleur tireur, je crois, parmi les rookies. C'est ça, qui fait un match à 20 points, alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit un tout petit peu négatif en attaque. En réalité, il se montre plutôt positif. Donc, encore une fois, l'objectif de la saison, c'est que ce type soit neutre en attaque. Le reste, c'est bonus. Aujourd'hui, il est plutôt positif sur des matchs de pré-saison. Moi, ce que j'aime chez lui, c'est surtout sa capacité à d'abord être très scolaire sur ce qu'on lui demande. On lui demande de shooter, il shoot. Il n'y a pas d'histoire de j'ai pas confiance, j'ai confiance, etc. Comme on peut le voir par exemple avec Youssouf Nourkic qui est dans l'hésitation. Et ensuite, j'ai pas le shoot parce que le close-out est arrivé trop vite. Ok, je fonce au drive. C'est-à-dire qu'il se pose vraiment aucune question. Il est dans une application à la fois scolaire et surmotivé des préceptes de jeu qui sont dans l'équipe. Et moi, j'aime beaucoup ça. Il est pas trop mal à l'aise quand il s'agit de faire des passes. C'est pas le passeur du siècle, on va pas se mentir. Sinon, ce serait tout simplement Scottie Pippen, en fait. Et bah oui. Et c'est pas le passeur du siècle, mais c'est un joueur qui fait des choix qui, pour l'instant, lui permettent d'exister offensivement, alors qu'on s'imaginait avoir des attaques à 4 quand il serait sur le terrain. Donc moi, plutôt évidemment satisfait de Ryan Dunn. Conducteur du train avec plusieurs autres, hein, c'est un poste mutualisé. C'est un poste mutualisé, mais conducteur du train Ryan Dunn, #DunnNation, on y va, on est à fond derrière ce rookie. Formidable. Et puis encore une fois, c'est honnêtement un coup de la draft, parce que ce type n'est jamais drafté en fin de premier tour si il est à ne serait-ce que 35% à 3 points à l'université. Ça n'arrive jamais. Il est dans le top 5. Son volume défensif est tellement énorme qu'il est forcément dans le top 5, allez, top 7, top 10 pour les plus pessimistes de cette draft. Ah oui. C'est déjà quasiment l'annonce d'un style. Ouais, en tout cas, le tri à minima, effectivement, oui, il est descendu en dessous de la loterie parce que justement, il y avait a priori de grosses lacunes en attaque qu'on n'a pas vraiment vu, comme tu l'as dit, et là sur cette pré-saison. Donc il y a ce truc assez phénoménal à 3 points, où donc je crois que la stat, j'avais vu ça ils en parlaient dans le fameux match là contre les Nuggets. Je crois que c'est 7 3 points rentrés sur la saison dernière en 34 matchs avec Virginia. Là, c'est plus de 2 fois plus en 5 matchs, donc du coup, puisqu'il en a mis 15, je crois que c'est 15 sur 39. Ouais, c'est quelque chose comme ça. 38, Ouais. 15 sur 38. Il a mis genre 7 cartons à dépasser son total de la saison, un truc comme ça. C'est de ce côté-là déjà, effectivement, c'est pas du tout le joueur qu'on nous annonçait de ce côté sur l'aspect incapable de rentrer un 3 points. Bah finalement, il en a rentré plein. Voilà, c'est 39,5%, c'est un des meilleurs pourcentages. Non, 39,5%, pardon, c'est au total. Donc non, il a rentré 13 3 points, pardon. J'étais sur le total de mal. Donc 13 sur 30, il est à 43%, effectivement, c'est ce que tu disais, Greg. Donc 43%. Évidemment, hein, voilà, on va prévenir, on va tout de suite tempérer les ardeurs. Ce ne sera pas comme ça toute la saison. Il y a peu de chances que Ryan Dunn soit à 43% à 3 points sur l'ensemble de la saison régulière. Non, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Hein, non, mais l'objectif, c'est le même que pour Nourkic. C'est 35%. Si ce mec est à 35%, c'est déjà une victoire, en fait. Hein. Déjà une victoire. S'il est pas trop loin de la moyenne NBA, effectivement, on peut être certain qu'il aura du temps de jeu. Effectivement, il y a ce playmaking défensif complètement fou qu'on a vu pendant 5 matchs, et on a l'impression, franchement, c'était vraiment bluffant, que c'est, tu vois, genre, c'est presque naturel, tu vois, genre, l'interception, il l'a fait comme ça, tu vois, c'est dans le mouvement, tu vois. Et c'est vrai, il y a vraiment un truc comme ça, le côté lockdown d'un joueur, on a déjà vu aussi quelques séquences, avec Cade, avec Murray aussi, contre les Nuggets, avec quelques games, donc contre les Pistons, où c'est déjà à un niveau super intéressant. Bon, je pense qu'on va s'éclater toute la saison. Voilà, on le sait, c'est un peu le foufou autoproclamé de Valley Hoop avant même que la saison commence. Il y a moyen qu'il nous régale de ce point de vue-là, en tout cas sur le côté défensif. Sur le côté de hustle, il a fait des trucs complètement dingues. Je crois que c'est son contre les Nuggets aussi, où il se jette complètement pour aller rattraper un ballon en touche, mais il arrive à faire une passe assez magnifique qui derrière fait panier une passe plus loin, quoi. Donc il y a tout ce côté-là qu'on attendait, et il y a le côté en attaque. Effectivement, moi je retiens qu'il a pas du tout eu peur
ni de prendre les tirs, ni de faire effectivement de prendre rapidement des décisions sur les kick-out. Moi, je trouve qu'effectivement la passe c'est pas incroyable, dans le handle c'est pas incroyable, mais c'est pareil, c'est pas non plus lamentable quoi. C'est genre il arrive à se débrouiller en fait, et on sent un joueur donc à la fois comme tu dis très appliqué, à la fois extrêmement déterminé. Moi je pense que c'est ça aussi, il a faim, tu vois, il a envie de bouffer le truc, ça se sent quoi, c'est évident, que ce soit en défense mais aussi en attaque quoi. Et tous ces aspects-là sont tellement déjà plaisants à voir en tant que fan de l'équipe quoi, mais aussi extrêmement encourageants parce que c'est ce profil-là de joueurs qui réussit en NBA en fait. C'est des mecs qui arrivent avec de la personnalité et qui ne vont pas s'écraser. Enfin, typiquement, tu vois, genre, je pense aussi, encore une fois, hein, c'est le match que j'ai vu en entier, donc je peux en parler bien. Ce match contre les Nuggets où il va pour mettre un Thomas de l'espace, quoi, et finalement il se plante complètement, le ballon rebondit sur l'arceau, sort et tout machin en touche. Tu dis bon merde et tout, et en fait, genre 2 séquences plus loin, il arrive et il te fait sortie de dribble, pull-up 3 points et ça rentre. Quoi. Mais... Ok. T'as vraiment pas peur, quoi. Il a la confiance de Dion Waiters. Non, pas trop non plus, s'il te plaît. Justement, avec le côté, juste il respecte le truc. Et là, le cadre, c'était fais-toi plaisir, les titulaires sont pas là, t'as presque carte blanche sur ce match-là, tu vois. Donc effectivement, il y va comme, de bon cœur, quoi. Et globalement, c'est quand même quelque chose de très intéressant parce que c'est quelqu'un qui va rentrer assez facilement, je pense, dans la rotation, ne serait-ce que par ça, parce que le côté, il sait où est sa place, mais il est pas effrayé à l'idée de prendre plus de responsabilités si on lui demande de les prendre, quoi. Et ça, c'est vraiment du bonheur. En tout cas, de base, c'est très très encourageant. L'autre point, moi, que j'ai beaucoup aimé, mais bon là pour le coup on pouvait s'y attendre, c'est que il le kiffe de ouf, quoi. Il le kiffe de ouf. Il était associé tout le temps à tous ces 3 points d'entrée, à toutes ces actions défensives et tout machin. Il y a déjà un truc qui se passe au niveau de ce joueur-là. Sur ce plan-là. Et donc effectivement, je reviens sur peut-être l'aspect un peu pas négatif mais de bémol, c'est de voir que au-delà justement du pourcentage à 3 points général qui est extrêmement flatteur à 43%, le pourcentage global de tir est à moins de 40%, donc c'est-à-dire qu'il a été moins efficace à 2 points qu'à 3 points, et au lancer franc, alors il en a eu assez peu à tirer, mais c'est pas non plus très brillant pour l'instant, donc effectivement c'est des trucs qui peuvent permettre un peu de tempérer sur le côté offensif. Même si, encore une fois, ce qu'il faut retenir et ce dont on va avoir besoin, c'est qu'il n'ait pas peur de prendre les tirs, c'est qu'il n'ait pas peur d'avoir du volume quand on lui demande d'en avoir, afin de ne pas être justement un poids, un boulet du côté de l'attaque. Pour moi, la clé, pour moi, sa bonne saison tient au fait que il y a 2 clés. Il soit dans des pourcentages corrects en attaque, quitte à avoir un volume faible, et en défense, qu'il soit pas pénalisé par les fautes. C'est les 2 seuls trucs, quoi. C'est les 2 seuls trucs. Parce que hier, s'il sort pas du match, les Phoenix prend le game, même avec les remplaçants. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'hier, il fait très très vite des fautes et du coup, il peut pas être dans le match toutes les minutes que Bud aurait voulu. Mais franchement, tu lui enlèves problème de faute et tu lui donnes une adresse correcte. On parle pas d'une adresse de 43%. 43%, c'est ce qu'on souhaite à Grayson Allen dans nos rêves les plus fous. Vraiment 35% d'adresse à 3 points et une adresse correcte au cercle, plus pas de problème de faute et let's go, saison parfaite, quoi. Et en l'occurrence, même, je vais te donner la parole, mais juste pour dire sur le 3 points, le plus important, c'est presque le volume, encore une fois. C'est-à-dire que, même avec un temps de jeu limité, il soit capable d'en prendre 2-3 par match, ce serait déjà pas mal, en fait, parce que, encore une fois, on est sur une logique où il faut qu'il soit jouable parce que potentiellement, il représente une menace. Et dans ce sens-là, ce qui se passe dans cette pré-saison avec une espèce de hype médiatique autour de Ryan Dunn, c'est très intéressant parce que ça peut changer son image d'emblée, avant même le début de la saison régulière. Je te laisse reprendre Malo. Ouais, déjà, très intéressant ce que tu dis. Oui, en fait, on en a parlé de lui dans les médias, dans Major. Donc, dès le premier match de la saison, s'il joue, en fait, les défenseurs vont sortir sur lui à 3 points. Là où s'il n'avait pas joué, il ne serait pas sorti parce qu'il y a cette image de ce n'est pas un shooter, tout simplement. Donc, là, c'est très intéressant. Et moi, surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu en as parlé un peu dans sa relation déjà avec KD ou quoi, c'est que il inculque quelque chose à cette équipe, dans le fait notamment de bien. De ce côté plaisant de l'équipe, il apporte beaucoup sur ça. Il sait ce qu'il veut faire, il est déterminé. C'est tout go. Pour moi, je vais pas en parler pendant des heures parce que j'ai que des bonnes choses à dire en fait sur lui. Mon micro était bouché, pardon. Mais donc du coup, alors, peut-être on peut finir cette émission sur ça. Donc restez calme, mais se poser la question.
là, comme ça, il a quand même une bonne gueule de gros style de la draft. C'est le joueur qui va exploser alors qu'il n'était pas attendu à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, voilà, pour drafter en fin de premier tour, tu te disais pas ça. Vous êtes, j'imagine, plutôt d'accord avec ça. Ah, ça sent fort le style, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Malo, mais là, ça sent bon le style de draft. Ah oui. Ça sent bon la trouvaille, hein. C'est ça, effectivement, et je pense que c'est vraiment, il y a plusieurs commentateurs, et notamment, Reddick aussi en a parlé hier, le coach des Lakers, qui n'est plus commentateur maintenant, qui est coach des Lakers, on va le répéter une fois. Ouais. Mais que du coup, il y avait un côté, on l'avait pas vu venir à cause de ça, et ça change beaucoup de choses. Et moi, pendant le match de Denver, les commentateurs d'ESPN en blaguaient et disaient putain, mais si le coach de Virginia savait que il pouvait shooter comme ça, bien sûr que machin quoi. Et il aurait gardé son poste, il a démissionné. Il a quitté son poste, il s'est dit c'est bon, j'ai pas été capable de faire shooter Ryan Dunn, je quitte mon poste, j'ai trop honte. Non mais pour préciser ce que JJ Redick a dit, effectivement, Redick a dit non seulement Ryan Dunn, c'est un style de draft, mais clairement, si on avait vu en lui qu'il avait cette capacité de shoot, on aurait pris Ryan Dunn avant que les Suns le prennent. Donc, on est vraiment sur des coachs et des front office qui se rendent compte du potentiel qu'avait Ryan Dunn, mais effectivement, personne, très peu de scouts l'avaient vu venir à ce point. Le scout qui était le plus haut et à qui on passe le bonjour, c'était Jasper du côté de chez Symbiose, avec qui j'en discute souvent, mais même lui n'avait pas vu à quel point le shoot pouvait se développer et il est juste ultra content comme nous que ça se développe, quoi. Mais pour moi, c'est ça le propos, c'est plus que c'est quelque chose d'inattendu et juste tout le monde était catégorique sur le fait qu'il ne puisse pas tirer. Déjà, ça part, t'en as un peu parlé, Rod, mais c'est un shooter dégueulasse au lancer aussi, en fait, à Virginia. Et ça, c'est souvent l'une des bases qu'utilisent les scouts et ça se trompe rarement pour savoir si un joueur peut être ou non un bon tireur. Et tout le monde était unanime sur ça. Et je pense qu'au-delà d'être un style, c'est sûr que la draft est refaite. Même dès aujourd'hui, il est jamais drafté en fait à cette place-là. Il est dorénavant top 10, je pense. Mais juste que c'est quelque chose de juste inattendu. Et c'est plus là, moi, le côté où je suis tout simplement content parce que au-delà d'un style où des fois on peut s'attendre à des joueurs, c'est un pari en fait. Là, c'était pas forcément un pari dans le sens où on l'a drafté sans prendre en compte, ou sauf si Jeb Jones ou l'équipe de draft ou tout ça sont des purs génies et là bravo. Mais en tout cas, on l'a drafté sans prendre en compte en fait son tir et son potentiel apport offensif. Et moi, c'est ça où c'est juste dingue parce que peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on a peut-être le 5e meilleur joueur de la draft et on l'a eu à la 25e place, je crois. Donc c'est 28 même, je crois. 28 même, je crois. Donc c'est quelque chose comme ça, ouais. Juste phénoménal en fait. Ouais. Et après, pour le coup, je pense que ça va revenir un peu à ce que tu disais, Greg, il est quand même tombé peut-être au bon endroit au bon moment parce qu'on l'a drafté pour son, justement, comme ce que je disais, pour son rôle précis en fait de pur défenseur, un génie défensif et pur défenseur de 1 contre 1 parce qu'on n'avait pas du tout ce profil-là. On l'avait un peu avec Okogie, on l'a avec Okogie, mais c'est un peu plus notre dimension et voilà, plus grand, plus costaud où Craig t'en parlait, on peut l'envoyer sur Anthony Davis, il peut faire le taf en fait. Donc c'est ça qu'on avait besoin et je pense que par exemple il serait arrivé à Phoenix l'année dernière, tu parlais de quelqu'un qui applique vraiment ce qu'on dit, qui sait ce qu'il veut, très scolaire, très machin. En fait l'année dernière, peut-être que avec les consignes de Vogel il y avait l'air de pas en avoir des fois même, peut-être qu'en fait on sait pas du tout le joueur que ça peut devenir sous Bud où là il y a les consignes, elles sont claires, elles sont nettes dès le début dès la première minute du match de pré-saison, on a vu ce qu'allait être notre attaque, en tout cas les préceptes et les nouvelles idées qu'apporte Bud. Donc tout simplement là un rookie qui est capable d'autant j'avais dire pas se délaisser non plus parce que il se fait confiance et machin, il n'hésite pas du tout, mais à prendre ce rôle un peu ingrat de allez, on va t'envoyer au mastic sur Anthony Davis pendant 30 minutes. Si un rookie est capable d'appliquer ça sous Bud, qui a quand même quelqu'un qui a des idées très claires et qui sait ce qu'il fait, si en plus il peut dépasser largement les attentes offensives, tout ça, ouais. Je sais pas jusqu'où ça peut aller, mais juste. Et t'as raison. C'est plus qu'un style là dans ce lot-là, quoi. Ouais, voilà. Oh, calme-toi. Non, effectivement, pour rebondir un peu là-dessus et peut-être terminer un peu sur ce podcast-là de post-pré-saison, c'est bizarre à dire. Ouais. Mais effectivement,
il y a tellement, enfin, il y a beaucoup de possibles, voilà, qui sont ouverts là sur les quelques matchs. On avait déjà d'énormes attentes autour de lui et autour de son potentiel. On en a encore plus maintenant. Il y a vraiment, voilà, un monde où, comme vous dites, il devient même All-Star. En fait, à terme, c'est possible parce que c'est un joueur qui a l'air d'avoir non mais dans le meilleur des cas, si tout se déroule idéalement, tu vois. Ça, All-Star à Phoenix. Je vais mettre un spoiler dans le... Attention, les 5 dernières minutes du podcast, l'équipe est complètement droguée. Ça fait son effet finalement. Non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, sans se projeter trop loin, ce qui est déjà très intéressant, c'est qu'effectivement, et pareil, moi, j'ai envie de tempérer le truc, de se dire, effectivement, est-ce que d'ores et déjà, il a le niveau du top 10 de cette draft-là? On va voir aussi ce que vont produire les autres joueurs de cette classe de draft en situation réelle de NBA et pas en pré-saison, ce que va produire Ryan Dunn en situation réelle de NBA et pas en pré-saison. Pour l'instant, ça reste des supputations. En fait, c'est juste de se dire que le style évident, on va dire, enfin voilà, découle. C'est une réflexion assez basique finalement, mais c'est un peu tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a un côté du terrain qui avait été complètement négligé en se disant il n'existera pas, et par tout le monde, encore une fois, je sais plus lequel de vous deux l'a dit, mais enfin, soit de ce côté-ci, de l'autre côté, même les joueurs les plus optimistes, donc j'espère effectivement chez Symbiose, les copains d'envergure aussi, c'est pareil, ils étaient pas, enfin voilà, ils l'aimaient beaucoup, il était plus haut chez eux que dans le consensus général, on va dire, mais il était, je crois, 18e ou 7e dans leur big board globalement, tu vois, et les projections les plus folles, c'était il va vraiment devoir énormément bosser en attaque pour déjà exister de ce côté-là du terrain. Et effectivement, ce qu'on a vu en pré-saison, c'est qu'il existe déjà en attaque. Donc ça, c'est complètement inattendu, quoi. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça va se traduire également là sur le début de la saison régulière, parce que ça va débloquer beaucoup de choses. En fait, si c'est sur la même lignée et que dès le début il est intéressant, à défaut d'être vraiment positif, mais en tout cas intéressant et pas négatif du côté de l'attaque, évidemment il va avoir du temps de jeu, puisque encore une fois du côté défensif il n'y a absolument aucune question à se poser, et c'est aussi ce qu'ont dit tous les observateurs à son sujet. Messieurs, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur Ryan Dunn, sur Iguodala, sur les Suns d'une manière générale? On est tout bon. Très hâte que la saison commence, vraiment là. Clairement, surtout ça, ouais. Là, du coup, voilà, on attend ça avec impatience. Un autre qui a un tout petit peu joué, c'est Jalen Bridges, le bien nommé. Assez intéressant. Pareil, il y a pas trop de timidité, donc c'est cool. Pas trop d'adresse, par contre. Moi, j'ai trouvé, en tout cas, sur les séquences que j'ai vues. Mais de la combativité quand même. Ça a plutôt l'air d'être un joueur d'aile, un ailier, un peu petit, mais vraiment avec du dynamisme. On va voir. Je sais pas s'il y aura vraiment des occasions de jouer en NBA. Enfin, qu'à cette saison, il sera peut-être plus adapté à la G-League où il y a des choses à faire, et on fera peut-être une émission à un moment pour parler de cette toute nouvelle équipe de G-League, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire évidemment. Enfin, en tout cas, quand elle sera en place, il y aura beaucoup de choses à dire. Messieurs, merci d'avoir débriefé cette pré-saison avec moi et de m'avoir apporté vos lumières. Moi, j'ai vu ça de loin pour l'instant. Je me projette seulement à partir du 23 vraiment dans la saison d'été pour l'instant. On y va tranquille, même si comme vous très très chaud sur Eden, bien sûr. En plus, on a les mêmes initiales, donc j'adore ça. Mais en tout cas, ouais, dans tout ça pour dire merci, Mathieu. À vous. Avec grand plaisir. Bonne semaine à tous et on se retrouve très vite. Ciao. Carrément. Merci nos auditeurs aussi et bye bye. Ciao.